Bonjour, je suis Jean-Robert Ikoka. Dans la présente capsule vidéo consacrée à la e-santé, l'Institut LPL par ma modeste personne se propose de vous parler des outils et surtout des acteurs qui font la e-santé. Ainsi, pour son déploiement, la e-santé s'appuie sur une panoplie très large d'outils numériques et d'acteurs importants pour produire des applications et des logiciels de la e-santé. Au nombre de ces outils, nous pouvons citer les objets connectés, l'intelligence artificielle, le big data, open data, chatbot. Et parmi les acteurs, on a tous les géants du numérique, les fameux GAFAM, qui prennent du pouvoir dans la santé à travers leur forte implication dans le développement de la e-santé. Je vous invite à vous faire une idée précise par rapport aux outils et auteurs de la e-santé en regardant attentivement les présentations qui suivent. Merci et à très bientôt. Actuellement, nous avons des métiers qui sont des métiers assez disjoints. Le médecin, l'infirmière, le kiné, l'ambulancier, etc. Chacun a une tâche. On sait que nous avons, en raison de l'augmentation de la demande, qui est considérable, la diminution de l'offre, puisqu'il y aura de moins en moins de médecins, il va y avoir forcément une porosité qui va devoir s'installer entre les non-médecins et les médecins, puisqu'on aura moins de médecins. Grâce à ça, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir justement aider des professionnels de santé non médecins, que sont par exemple une infirmière ou un ambulancier ou un pharmacien, à pouvoir non pas devenir médecin, bien entendu, mais du moins avoir les éléments de questionnement qui vont lui permettre de poser les bonnes questions et donc de pouvoir donner un compte-rendu à un médecin distant, lequel lui jouera son rôle de médecin et pourra prendre les bonnes décisions. Il va donc y avoir une évolution, un glissement des compétences. Ce qui va se passer également, c'est qu'on va avoir besoin de créer des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers. Ces nouveaux métiers, ça va être, bien sûr, on parle des data scientists en santé, mais on va avoir besoin d'assistants sanitaires, c'est-à-dire des personnes qui sont ni infirmières, ni médecins, ni rien du tout, mais qui vont pouvoir aller auprès des gens pour faire du dépistage, recueillir de l'information, voire faire des débuts de petites explorations, prendre une tension, prendre un pouls, il n'y a pas besoin d'être médecin ou infirmière pour ça. Ça s'acquiert assez facilement. Donc, je pense que la création des assistants sanitaires va suivre exactement le même chemin que les assistantes sociales après-guerre. C'est un métier qui va s'imposer et qui va permettre d'aller, un peu comme des missiles de Minici, d'aller dans la population pour aller au plus près des gens qui ont un problème et essayer de recueillir de l'information et de les aider à gérer leur quotidien, à gérer leurs problèmes de santé. C'est que les directeurs d'établissements, que ce soit les EHPAD ou les hôpitaux, qui sont confrontés à la gestion humaine des médecins, mais également de l'environnement avec le patient, mais également de la problématique économique, les directeurs d'hôpitaux se trouvent confrontés à des problématiques extrêmement importantes qu'ils n'avaient pas auparavant. Maintenant, l'avènement des nouvelles technologies, s'ils les utilisent bien, permettrait, grâce à tout ce qu'on a vu précédemment, d'améliorer l'efficacité du personnel médical, de gagner du temps, de gagner de la pertinence et donc d'augmenter les flux. En particulier, le flux de patients, entre le patient qui arrive et le patient qui ressort, il y a un temps d'attente qui est absolument considérable au niveau des urgences. Ce temps peut être extrêmement raccourci grâce à de l'intelligence artificielle en amont des urgences, mais également au sein des services d'urgence. Et on sait très bien que l'urgence, c'est le goulot d'étranglement. Mais il y a également toute la gestion du patient à l'intérieur de l'hôpital, disponibilité des lits, etc. Gestion du personnel
alors qu'on a de moins en moins de personnel. Donc là encore, la délégation des tâches va sans doute, là encore, devoir intervenir. Et donc tout le rôle, toute la problématique pour les directeurs d'hôpitaux, ça va être d'envisager un hôpital numérique qui permette d'être à la fois plus performant et moins coûteux, et de finalement gagner du temps. Donc tout ça, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où les systèmes informatiques sont interopérables. Et alors là, on rentre dans une complexité très très importante. Le patient, jusque dans les années, on va dire 2000, n'avait qu'une chose à faire, c'est se soumettre à la parole du médecin et de suivre le chemin qu'on lui donnait. Maintenant, on sait qu'on appelle ça l'empowerment du patient, mais c'est plus que ça. C'est que le patient maintenant peut être un lanceur d'alerte sur sa propre vie, à partir du moment où il a des outils pour comprendre ce que veulent dire ces symptômes. Et là encore, l'intelligence artificielle joue un rôle, parce que l'analyse par l'intelligence artificielle permet pour le patient de savoir si ce qu'il a, c'est grave, c'est pas grave, est-ce que je vais à l'hôpital, est-ce que j'appelle le 15, est-ce que je mange du Doliprane en attendant, voilà, qu'est-ce que je fais. Ça peut également aider énormément pour le parcours de soins. Et la gestion du parcours de soins, le patient en est un petit peu étranger a priori, parce que il n'a pas d'impact économique, puisque la santé est quasiment gratuite en France pour lui, mais le fait qu'il y ait un continuum qui soit beaucoup plus normé et beaucoup plus organisé, fait qu'il sera beaucoup mieux pris en charge. Et s'il est beaucoup mieux pris en charge, le patient se sentira accompagné. Et puis, autre élément, c'est qu'à partir du moment où le médecin, aidé par les nouvelles technologies, va gagner du temps et va gagner de la pertinence, la relation entre le médecin et le patient va s'améliorer, parce que le médecin, ayant de moins en moins de tâches à accomplir, va être obligé d'investir de plus en plus dans la relation avec son patient. Donc je pense que, c'est une vision un peu angélique, mais je pense que les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en particulier vont aider la relation médecin-patient en réhumanisant la médecine, parce que les médecins seront obligés, absolument obligés, de recoller avec le patient, parce qu'actuellement on voit que le monde des médecins et le monde des patients est un petit peu en train de s'éloigner, et c'est très dommageable à la relation médecin-patient qui est à mon sens le joyau à préserver. Si on commence par la fin en disant quelle est l'amélioration de la formation médicale, de la formation médicale continue, il y a beaucoup de solutions qui existent. Il y a les DPC actuellement, vous avez maintenant des systèmes avec les MOOC qui nous permettent donc d'avoir de la formation à distance. Vous avez les simulateurs qui aident à... maintenant on peut faire des accouchements virtuels avec un mannequin. Donc il y a des tas d'outils avec la réalité virtuelle. Il y a des tas d'outils qui vont être de plus en plus importants, qui vont aider à la formation des médecins et des professionnels de santé en exercice. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là où il y a peut-être un petit peu plus d'inquiétude à avoir, c'est sur la formation initiale. Nous avons des médecins qui ont été formés à la technologie, qui petit à petit sont devenus, pour certains d'eux, des monstres froids. Pour d'autres, bien sûr, ils ont continué à être tout à fait dans une démarche empathique, mais on voit bien que le mouvement global de la médecine a abouti à de plus en plus de technicité, de moins en moins de dialogue, de moins en moins d'empathie, de moins en moins de prise en charge. De ce fait, la formation initiale dans les études, en particulier de médecine, est essentielle. Et ça, c'est à revoir, je pense, entièrement. Apprendre aux nouveaux étudiants l'histoire de la médecine. Avant de démarrer médecine, qu'ils fassent des stages infirmiers pour s'occuper des patients, passer le bassin, les nettoyer, etc. Faire tout un travail de façon à ce qu'ils voient s'ils sont dans une démarche qui est une démarche de relation avec le patient, ou si au contraire ils sont plus des techniciens qui vont faire des célioscopies, qui vont utiliser des outils très très performants. Il y a également la nécessité d'avoir une formation en psychologie, essentielle. Il faut le retour à la sémiologie. La sémiologie, elle est essentielle. Pourquoi? Nous avons vu dans Medvir, dans le système que nous avons fait, que dans 87% des cas, le seul interrogatoire permettait de suspecter le diagnostic final qui sera porté par l'hôpital après examen clinique, examen complémentaire, etc. Or, les étudiants sont formés à des protocoles et ne sont plus formés à la sémiologie. Total, quand ils font un travail et quand ils ont un patient, ils se demandent quel examen je vais demander et qu'est-ce que je vais faire. Donc ils perdent une faculté de raisonnement. Donc là,
le réinvestissement par la philosophie, par la psychologie et par le comportementalisme devrait aider à sélectionner des futurs médecins qui ne soient plus ceux qui a été formé pendant des années, mais des médecins qui reviendront au chevet du patient et avec lesquels il y aura une relation médecin-patient qui sera beaucoup plus harmonieuse qu'elle ne l'est actuellement. C'est un mal silencieux qui touche près d'une personne sur 2000 et se traduit le plus souvent par un arrêt cardiaque et une mort subite. Le syndrome de Brugada, un nom que Marc Bridoux a découvert il y a quelques mois après un examen de routine. On m'a dit de ne pas changer mon mode de vie, donc je fais du sport, je pars en vacances. Bon, effectivement, peut-être éviter certains trucs, certaines activités à risque, comme le parachutisme, je crois. Mais bon, j'en faisais pas. Donc j'ai une vie tout à fait normale. Bon, c'est l'impact peut-être psychologique, et puis surtout peut-être une sorte d'inquiétude plus pour mes enfants. Car il n'y a pour l'heure aucun traitement connu. Pour limiter les risques liés au syndrome de Brugada, les patients peuvent juste envisager l'opération, la pose d'un défibrillateur qui restera directement relié à leur muscle cardiaque. Ce défibrillateur permet en fait de repérer si une arythmie survient et en cas d'arythmie de délivrer un choc électrique qui permet d'éviter la mort subite du patient. Pour ceux atteints de cette maladie rare, l'espoir viendra peut-être des ordinateurs et de la génétique. Dans ce laboratoire nantais, on compare les données des cellules, celles de malades et celles de patients sains, 96 cobayes pour traquer le syndrome de Brugada. On va regarder à peu près tous les gènes qui sont présents dans notre ADN, donc 25 000. Donc si on voit ça comme une grande matrice, on a 96 colonnes sur 25 000 lignes. Objectif, déterminer la signature de cette maladie et puis la comparer aux effets de centaines de médicaments testés en Amérique. Plus d'1 million de profils génétiques dans une immense base de données. Ça, c'est assez nouveau parce qu'on ne passe pas forcément par la compréhension des mécanismes, on passe juste par une observation, la confrontation d'un très grand nombre de données, et cette confrontation nous permet d'identifier des nouvelles pistes. Si les données servent à la recherche, elles peuvent aussi directement aider les médecins à mieux soigner. Sur une simple tablette, le professeur Pierre-Antoine Gouraud a réuni dans une application les analyses de centaines de patients atteints de la sclérose en plaques et leurs réactions aux différents traitements. On va pouvoir interagir en sélectionnant le type de patient similaire à celui pour lequel on doit prendre une décision. Si on veut comparer une femme à des femmes, sachant que la sclérose en plaques touche à peu près 2/3 de femmes pour 1/3 d'hommes, eh bien il suffit d'exclure de la population de référence les hommes pour avoir une comparaison peut-être plus fine ou qui correspond mieux au raisonnement du médecin par rapport à l'ensemble des données que l'on a accumulées. Des algorithmes qui assistent le médecin pour prendre une décision, on en retrouve de plus en plus. Pour le cancer du sein, ils prennent en compte les données médicales et peut-être demain, l'impact des traitements sur la qualité de vie. Depuis 1 an, Huguette Rouillard participe à une étude sur les effets psychologiques de son cancer. Comment évaluerez-vous votre état de santé au cours de la semaine passée? Alors, de 1 à 7, 1 c'est très mauvais et 7 c'est excellent, donc je réponds 6. En étudiant l'évolution d'une vingtaine de patientes atteintes de cancer, Angélique Bonneau-Antignac veut relever le défi d'ajouter de l'humain, de la psychologie dans les bases de données. Alors la qualité de vie, elle permet d'évaluer des dimensions physiques, psychologiques, sociales, parfois spirituelles, et donc nous renseigne vraiment sur le vécu de la maladie. Avoir un cancer du sein métastatique, c'est une maladie qui est difficile, qui est lourde de par les traitements. Et ce qui nous importe, nous, c'est de voir comment est-ce que les patientes évoluent dans le temps et comment est-ce que les traitements impactent sur cette qualité de vie et impactent aussi sur la vulnérabilité psychique. Au-delà de ces questions, Angélique Bonneau-Antignac, Pierre-Antoine Gouraud ou Richard Redon participent également à une réflexion inédite sur l'utilisation des données en grand nombre. Pendant 3 ans, des philosophes, des sociologues, des historiens vont étudier le travail de recherche mené par 11 laboratoires de la région. Objectif,
dégager une éthique, des principes, la trajectoire de cette révolution du Big Data. C'est une transformation qui, de fait, est en marche. On va vers un hôpital entièrement numérique à Nantes en 2020. Cet ordinateur qui est devant votre généraliste est un ordinateur sur lequel, au moment de la consultation, il peut très bien utiliser un certain nombre d'algorithmes d'aide à la décision et il y traite vos propres données. Donc c'est une transformation qui est en cours, qui va très vite, de fait. On ne peut pas nier le fait que cette transformation est extrêmement rapide et il nous faut néanmoins prendre le temps de l'analyser. Et ça, c'est un véritable défi. Comment l'humain gardera-t-il la main sur les machines et sur leurs algorithmes? Demain, grâce aux données, nous connaîtrons sans doute une médecine personnalisée. La recherche avancera et de nouvelles spécialités émergeront. Reste à poser le cadre pour que cette révolution ne devienne pas un nouveau Far West. S'il y a un domaine que le Big Data va complètement changer, c'est celui de la santé. Et je vais prendre quelques cas d'usage et pour cela, je vais les analyser en fait selon deux axes. Le fait que le Big Data nous permet de enfin mesurer des données au niveau individuel, là où avant c'était collectif et donc agrégé, et nous permet aussi de mesurer ces données en temps réel, là où avant on était obligé de se baser sur des statistiques après coup. Alors, je vais prendre quelques exemples et je vais commencer par ce qu'on connaît. La statistique santé, c'est une statistique qu'on a tous les 6 mois ou tous les ans, que le gouvernement nous dit, voilà, on a tel et tel type de maladie. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut en faire? Pas grand-chose. Au niveau individuel, même si on reste à des mesures après coup, on peut avoir par exemple des mesures très intéressantes. De savoir que tel type de maladie est va plus probablement apparaître si on consomme tel type d'aliment. C'est bien grâce à des statistiques qu'on peut le faire, mais là au niveau individuel, on va faire des études au niveau individuel, regarder ceux qui ont été nourris de telle manière par rapport à ceux qui ont été nourris d'une autre manière, et ça va nous permettre d'améliorer notre qualité de vie. Maintenant, on peut regarder le côté temps réel du Big Data, et si on regarde ce qui s'est fait très récemment, par exemple pour Ebola en Afrique, eh bien, grâce à des données de géolocalisation, où on voyait les flux en temps réel, donc on restait à un niveau agrégé, mais on voyait les masses de population se déplacer, et on pouvait donc anticiper le développement de la maladie sur l'échelle d'un pays dans son entièreté. Enfin, si on rajoute à la fois la composante temps réel et le côté individuel, eh bien, le Big Data nous permet de faire des choses très très intéressantes. Et je pense en particulier à l'accompagnement des personnes à mobilité réduite. Si on réfléchit au fait que de plus en plus les hôpitaux sont occupés par soit des personnes âgées, soit des personnes qui doivent bénéficier d'un suivi continuel, et qu'on se dit que ces nouveaux moyens de mesure qui sont faites à la source du Big Data nous permettent d'avoir des mesures sur leur niveau de santé. Et il ne faut pas chercher très loin. Si on regarde par exemple ce qu'a proposé l'Apple Watch récemment, l'Apple Watch va participer à des projets de recherche sur la santé où grâce à des capteurs à votre poignet, ils vont pouvoir connaître votre activité physique, votre pulsation cardiaque, etc., etc. Et donc très bientôt, et d'ailleurs de grandes entreprises du domaine pharmaceutique mettent déjà en place des programmes de ce type, vous allez avoir toute une série de capteurs qui seront d'un niveau de ce que vous pourriez avoir à l'hôpital, mais que vous pourriez avoir plutôt à domicile. Et donc, plutôt que de bloquer un lit, on pourra dire aux gens, eh bien écoutez, on va vous proposer de rentrer chez vous en portant ces capteurs, vous avez le même niveau de suivi, mais votre qualité de vie, bien sûr, est bien meilleure, puisque vous êtes chez vous entouré de vos proches plutôt qu'entouré des gens à l'hôpital. Et donc, d'une part, on augmente la qualité de vie du patient et d'autre part, on diminue les coûts pour la sécurité sociale. Et donc, voilà un bel exemple qui apportera beaucoup de bénéfices du Big Data dans le domaine de la santé. Ce qui est important dans le cancer du côlon, c'est d'être capable de classifier rapidement est-ce qu'un polype est bénin ou malin. Imagia, une jeune entreprise spécialisée en intelligence artificielle, a développé un logiciel pour repérer les polypes du côlon d'un patient durant un examen médical. Le logiciel les cible, les classe et identifie ceux qui mériteraient une biopsie. Actuellement, tous les polypes sont enlevés et sont envoyés en pathologie. Mais d'analyser en pathologie des polypes qui sont bénins, ça coûte $1 milliard pour les 25 millions de colonoscopies qui sont faites en Amérique du Nord.
Le logiciel est entraîné à reconnaître les polypes suspects à partir de millions d'images provenant de véritables examens médicaux. En moyenne, un spécialiste identifie 80% des polypes cancéreux. Au sommet de son art, il atteint 90%. Imagia croit pouvoir faire aussi bien, sinon mieux. Mais l'entreprise qui développe aussi un logiciel de reconnaissance des tumeurs du poumon ne cherche pas à remplacer les médecins. On parle plutôt de travail d'équipe. Il y a des erreurs qu'un humain va faire que la machine ne fera pas, et inversement. L'intelligence artificielle appliquée au domaine médical, la bioinformatique, est en pleine expansion. Des géants comme IBM et Google y investissent des fortunes. Son grand avantage, sa capacité à déterrer de l'information utile dans un océan de données médicales brutes. C'est des données qui sont tellement massives que les chercheurs ne peuvent plus travailler avec ces données-là facilement. Donc, les algorithmes d'intelligence artificielle vont nous permettre de débroussailler ces données-là, d'identifier un signal qu'on peut suivre. Le chercheur travaille à la mise au point d'un vaccin thérapeutique contre le cancer à partir de milliards de données tirées du génome humain. Sans l'aide de l'intelligence artificielle, sa tâche serait presque impossible. On parle beaucoup présentement de médecine de précision. On peut le concevoir en imaginant qu'on va rendre les diagnostics beaucoup plus raffinés puis associer des thérapies particulières à chacun de ces diagnostics raffinés-là. On va prendre une photo de vos deux yeux, un œil à la fois. Certaines technologies commencent même à faire leur place dans le réseau de la santé, comme cette caméra couplée à de l'intelligence artificielle qui sert à dépister la rétinopathie diabétique, une grave maladie de l'œil. Le test prend 2 à 3 minutes et il est réalisé par un technicien plutôt qu'un médecin. Le patient a été vu en endocrino. Sur le champ, il a pris sa photo. Sa photo a été envoyée à l'intelligence artificielle qui émet le rapport. Donc, tout se fait de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Le logiciel, un produit 100% québécois, a appris à repérer sur la photo de l'œil les minuscules lésions causées par la maladie en analysant les résultats obtenus chez 250 000 patients de 16 pays différents. La machine, bien qu'à apprendre c'est quoi les lésions, les types de lésions, elle les reconnaît facilement, à force de revoir, et aussi, nous, en ajustant les algorithmes et certaines conditions, on vient avec des très, très bons résultats. Les spécialistes repèrent 95% des cas de rétinopathie diabétique. Selon l'entreprise, le logiciel peut faire encore mieux. La technologie est présentement à l'étude au CHUM, dont les spécialistes suivent 3000 patients diabétiques. L'intérêt de cette technologie-là, c'est que ça nous permet de dépister les gens qui ont vraiment besoin de soins spécialisés, comme en ophtalmologie, s'ils ont vraiment une atteinte, plutôt que d'engorger toutes les cliniques d'ophtalmologie avec des patients qui n'ont pas de problème. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal. François Crémieux, je suis le directeur du groupe hospitalier Paris-Nord Val-de-Seine, qui est l'un des 12 groupes de l'assistance publique et qui rassemble les 5 hôpitaux du nord de Paris, Bichat, Beaujon, Louis-Mourier, Bretonneau et Adélaïde-Ovalin. On sait que le digital va transformer les relations entre les patients et leurs médecins, entre les patients et leurs maladies, entre le domicile et l'hôpital, et puis va également transformer les relations des professionnels de santé entre eux, que ce soit les médecins ou les infirmières de ville, et puis l'ensemble des professionnels hospitaliers. Le Digital Hub a pour objectif de répondre à l'un des enjeux, pas à tous les enjeux, mais à l'un des enjeux du digital. Aujourd'hui, il y a peu d'objets connectés dans le champ de la santé. La plupart des objets connectés sont dans le champ du bien-être. L'enjeu du Digital Hub, c'est donc d'apporter une réponse qui est celle de l'évaluation scientifique des objets connectés en santé. Je suis le professeur Marie-Pia Dorto, je suis chef de service du service de physiologie et exploration fonctionnelle de l'hôpital Bichat. Et par ailleurs, je dirige la plateforme Digital Medical Hub. Le Digital Medical Hub, DMH, se veut une plateforme de test, de validation, d'accompagnement de la mise en place d'objets connectés en santé. Donc la création du DMH est partie du constat que les objets connectés étaient de plus en plus utilisés, qu'il y avait une véritable révolution en marche. Et pourtant, les usages sont encore limités de ces objets pour la santé, en tout cas, et pour le suivi des patients. Donc l'intérêt pour le patient d'utiliser des objets connectés sont de 2 ordres, enfin au moins de 2 ordres. D'une part, de le rassurer dans une certaine mesure, puisqu'il sait que l'équipe médicale ou l'équipe soignante qu'il prend en charge continue de le suivre, même s'il n'est plus dans les murs de l'hôpital. Le deuxième intérêt, et c'est l'intérêt majeur, c'est l'appropriation
par le patient de sa maladie ou l'implication du patient dans la gestion de sa maladie, ce qui est particulièrement important dans le champ des maladies chroniques. L'une des premières études que nous menons dans le cadre du DMH est le projet EOLVAL, qui est un projet de suivi au domicile de patients transplantés pulmonaires. Pourquoi les transplantés pulmonaires ? Eh bien parce qu'il s'agit certes d'un petit groupe de patients, mais de patients pour lesquels le suivi est particulièrement critique, parce que les patients vont faire des événements graves, soit sous forme d'infection, soit sous forme de rejet de greffe. Le suivi à distance est d'autant plus important que souvent il s'agit de patients qui habitent loin de l'hôpital. Pour porter un projet comme le Digital Hub, on a besoin de la fondation AP-HP pour la raison suivante. Le Digital Hub, c'est la mise en relation entre d'un côté des industriels et éventuellement des mécènes ou des financeurs, et puis de l'autre côté, l'assistance publique, ses équipes hospitalières, ses services, ses pôles, ses hôpitaux, etc. Le lien entre ces différents acteurs, ça doit être la fondation, qui permet à la fois d'obtenir des fonds, parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans avoir des moyens, de payer des chefs de projet, des techniciens d'études cliniques, d'acheter du matériel, de financer tout ce qu'il faut pour conduire ces projets de recherche. La Fondation doit permettre ça. Elle doit aussi permettre de donner la garantie à ceux qui nous confient leur argent ou qui nous confient leurs dons, de leur donner la garantie que cet argent sera bien utilisé pour ce pourquoi ils ont souhaité que ce soit fait. Et puis d'autre part, la Fondation doit permettre à ceux qui sur le terrain vont agir, vont faire les projets de recherche, d'avoir un acteur très opérationnel, très rapide, très efficace, qui va les aider à prendre les décisions qu'il faut pour recruter, pour acheter, pour faire avancer leur projet. Et donc la Fondation AP-HP pour la recherche, c'est la réponse à cet enjeu-là, la relation entre le monde de l'industrie et l'ensemble des financements pour la recherche et les acteurs de terrain qui sont dans les services et dans nos hôpitaux. Bonjour et bienvenue dans ma série de podcasts consacrée aux chatbots dans le secteur de la santé. Ce premier opus nous a été directement inspiré par l'actualité, car le coronavirus fournit matière à expérimenter un outil numérique encore assez peu répandu en santé, le chatbot, en français agent conversationnel. Quelques semaines seulement après le début de la crise sanitaire, des chatbots dédiés au Covid-19 ont fait leur apparition dans le monde entier. En France, à la mi-avril 2020, on dénombre 3 chatbots grand public conçus par des éditeurs privés, auxquels s'ajoute celui de l'Organisation mondiale de la santé. Alors pourquoi un tel engouement et une telle convergence ? La crise inédite que nous traversons pointe un besoin immense d'informer, de lutter contre l'infox, de répéter les consignes et les gestes barrières, de rassurer la population. Or bien souvent, c'est le personnel soignant qui se trouve en première ligne confronté à ces questions. Donc comment faire pour les soulager et comment faire pour rendre l'information audible et accessible au plus grand nombre ? Une solution consiste à automatiser un certain nombre de tâches répétitives qui peuvent l'être, notamment l'information et le tri, qui sont 2 tâches que les chatbots peuvent être programmés pour accomplir. Comme le font Covid Info ou l'OMS, la vocation première des chatbots dédiés au Covid est d'informer le grand public sur les bonnes pratiques, les conditions de leur déplacement, les numéros utiles, les symptômes de la maladie. Dans bien des cas, il n'est pas nécessaire de produire de nouveaux contenus. Le chatbot renvoie aux sources officielles, mais il le fait de façon contextualisée, en réponse à l'interrogation de l'utilisateur et depuis une même interface, ce qui facilite l'accès à une information pertinente. Les chatbots ISA et CovidBot proposent, en plus du volet informatif, de réaliser le test d'autodiagnostic élaboré par l'Institut Pasteur en collaboration avec l'AP-HP et le ministère de la Santé. L'avis, qui ne peut ni ne doit remplacer celui d'un médecin, peut néanmoins aider à orienter les patients vers une solution de santé adaptée à leur situation personnelle et ainsi désengorger les services d'urgence. Si les chatbots se montrent aussi efficaces à traiter des questions relatives au coronavirus, c'est que leur périmètre est circonscrit à cette seule thématique. Leur conception et leur maintenance sont donc facilitées par rapport à un chatbot de type généraliste. Autre avantage, ils sont disponibles depuis un ordinateur ou un smartphone, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, jamais engorgés ni jamais lassés, y compris quand une même question leur est posée 20 fois d'affilée. La crise sanitaire que nous traversons impacte fortement les pratiques des professionnels de santé, à l'image de la télémédecine. Nous pensons que les usages liés aux outils numériques de santé vont être profondément et durablement modifiés et que les chatbots se feront de plus en plus présents dans nos vies quotidiennes. Pour découvrir cet outil en détail et pour décrypter ensemble plusieurs cas d'utilisation en santé, je vous donne rendez-vous
C'est une source de revenus intéressante et un défi innovant. Conscients de ne pas être des experts de la santé, les GAFAM s'associent à des acteurs historiques ou des startups spécialisées pour s'imposer dans le secteur. Google a lancé Medical Brain, une intelligence artificielle capable de prédire les risques de décès, le temps durant lequel un patient est supposé rester à l'hôpital et ses chances d'y retourner dans son futur proche. À terme, Google voudrait pousser son logiciel prédictif et découvrir les maladies avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Watson, l'intelligence artificielle d'IBM, est capable de diagnostiquer une maladie cardiaque bien mieux qu'un médecin. Il crée son expertise à partir de données éparses trouvées sur le web, qui contient 700 000 publications annuelles, qu'il analyse au rythme de 300 pages en une demi-seconde et en 7 langues. Apple veut faire de l'Apple Watch le gardien intelligent de votre santé, en lui intégrant une puce santé capable de contrôler le rythme cardiaque de son porteur. Elle pourra également détecter les chutes et directement contacter les secours. Amazon a racheté pour près d'1 milliard de dollars PillPack, une entreprise américaine spécialisée dans la distribution de médicaments par correspondance. Il maintient ainsi son désir de s'imposer comme leader e-commerce dans tous les secteurs. Et non, Jamy, Microsoft par exemple avait lancé des bracelets connectés qu'il avait retirés du marché en 2016 après 2 ans de commercialisation. Le mois prochain, il désinstalle également l'application associée Microsoft Health et devra rembourser ses utilisateurs. Leur but n'est pas de remplacer les professionnels de santé, mais d'associer leurs services à l'expertise des médecins. Ça permettra d'optimiser les tâches et de faciliter le travail en leur proposant un système d'experts d'aide au diagnostic et à la décision médicale. Justement, Jamy, il y en a. Il y a beaucoup à gagner à utiliser les données pour améliorer les algorithmes, mais l'être humain ne perçoit que le bénéfice personnel et immédiat. Il y a également la responsabilité des médecins. Si une donnée est erronée et que l'IA se trompe, qui est responsable? Le médecin, pardi. Et puis, figurez-vous que les futurs pros de la santé ne sont pas du tout formés à l'arrivée de l'IA. À tout moment, nous produisons des données de santé. Navigation web, géolocalisation, applis, objets connectés, consciemment ou pas, nous enrichissons en permanence, par notre comportement et nos habitudes de consommation plus ou moins saines, un volume énorme de données. Et ce big data va permettre d'établir des profils de patients si précis qu'on pourra anticiper des maladies. Aujourd'hui, on fait essentiellement du curatif, c'est-à-dire qu'on soigne les gens quand ils sont malades. On saura faire du prédictif, on saura que telle pathologie survenue à l'âge de 25 ans a plus ou moins de chances de provoquer soit une rechute, soit une autre pathologie 10, 15, 20 ans, 30 ans plus tard. Mais la face cachée de ces progrès considérables, c'est que nos données de santé, informations très sensibles, sont convoitées. Les pirates informatiques sont déjà à l'œuvre. Sur le dark web, c'est-à-dire l'underground de l'Internet, le dossier médical a une valeur. Sa cotation de la semaine est aux alentours de $17. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une base de données que vous avez subtilisée à un organisme de santé d'une centaine de milliers de dossiers médicaux, eh bien potentiellement vous avez entre les mains entre 2 et 3 millions de dollars. Autre versant de la menace, les compagnies d'assurance qui pourraient bien un jour ajuster leurs tarifs en fonction du risque client, inventer pourquoi pas un bonus-malus de l'assurance maladie. Le danger, c'est perdre le modèle social que nous avons dans notre pays, qui est la mutualisation des risques. C'est un modèle équitable qui est menacé. Il est très tentant, à l'heure où il faut faire des économies, que les personnes qui prennent bien leur traitement disent « Eh ben moi, je ne veux plus payer pour des personnes qui n'ont pas ces bonnes conduites ». Et derrière ça, autre perspective, que les géants du numérique, champions du big data, deviennent au bout du compte les pilotes du corps médical. On va voir apparaître un service qui va consister à dire « Voilà, vous m'envoyez les données extraites pour tel patient, et moi, GAFAM, je vous dis en retour quel protocole il faut lui appliquer, parce que dans mon énorme base de données, j'ai analysé que il correspondait à tel type de population et qu'il fallait lui appliquer tel protocole plutôt que tel autre, etc. C'est peu à peu tout un modèle de société qui se transforme. Pauline Derrien, moi je suis consultante e-santé chez Orange Consulting, donc j'ai un peu plus l'aspect
grand groupe, puisque Orange Consulting, comme son nom l'indique, c'est une filiale d'Orange. Je ne vais pas m'amuser à représenter Orange, je pense que tout le monde visualise la partie téléphone et boutique. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi de la santé, ce qui surprend souvent. Et on fait de la santé dans 2 entités principalement. Une entité qui s'appelle Orange Healthcare, qui est une filiale depuis peu de temps, mais qui a pour objectif de développer des applications et des solutions dans la santé, donc souvent digitales et en lien avec les activités d'opérateurs d'Orange, notamment parce qu'Orange a été un des premiers opérateurs en France qui était agréé, hébergeur de données de santé. Maintenant, il y en a plein d'autres, mais à la base, c'était une des caractéristiques du groupe. Et puis, chez Orange Consulting, donc la filiale à laquelle j'appartiens, on fait du conseil, donc du conseil classique, et on a une équipe dédiée à la e-santé. Prendre un rendez-vous en ligne avec mon médecin, ouais, s'il y avait une application qui me le permettait, comme j'ai pas beaucoup de temps pour moi et qu'à Paris tout va très vite, ouais, ça peut être sympa. Le suivi médical sur le cloud, non. Personnellement, vous voyez, j'ai fille et petit-fils, et le carnet de santé, il est rangé dans un tiroir. Je suis très tiroir. Mais je pense que ça peut peut-être effrayer un peu les gens de mettre des choses sur le cloud, quoi. Mais bon, l'idée est très, très bonne aussi. Conserver toutes ces données de santé dans un espace sécurisé, simplifier les échanges avec les professionnels de santé grâce à une application, ce n'est plus de la science-fiction, c'est de la réalité, la preuve en images. Alors la Poste e-Santé, c'est une application qu'on annonce à Las Vegas, qui est disponible et qui est sur tous les stores, une application gratuite pour faire quoi? Pour finalement permettre à chacun de nous de devenir un acteur de notre santé. Le patient peut décider d'échanger ses propres données de santé avec les médecins, les hôpitaux et les professionnels de santé. Avec un objet connecté, un tensiomètre par exemple, acheté en pharmacie, je peux, avec la Poste e-Santé, collecter automatiquement les informations sur ma tension en toute sécurité et confidentialité dans mon application. L'intérêt, c'est que c'est une application médicale, c'est ce qui va nous distinguer de toutes les applications que vous allez voir ici. La Poste e-Santé est une application destinée à tous et disponible dès à présent. Et finalement, on est quelque part en train de commencer à inventer ce que pourrait être le carnet de santé digital.